Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des Super Talks, l'émission qui vous présente des domaines de métier et donc qui vous aide dans votre orientation. L'audiovisuel, la communication ou encore le web sont des domaines qui t'attirent, alors ça tombe bien, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, justement avec deux super experts de ces domaines-là, de l'ECI TV. Je suis accompagnée ce soir de François Nicole. François, tu es le directeur de l'ECI TV. Tout à fait. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir pour cette émission dans vos super locaux parisiens. Également avec nous ce soir, Sophie Pisterman. Bien dit, bonjour Marie-Lou. Sophie, tu es la directrice pédagogique de l'ECI TV. Oui. Et donc tu vas nous expliquer plein de choses sur le domaine de l'audiovisuel, justement. Les attentes ont changé, les modes de consommation ont changé et les consommateurs aussi ont changé dans tout ce qui va être lié au contenu audiovisuel, contenu web. Et c'est justement pour ça que les métiers évoluent et donc les manières de se former évoluent aussi. C'est pour ça que l'ECI TV va nous expliquer comment on se forme correctement pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Et on va commencer avec toi, François. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, quand on parle des nouveaux métiers du digital, déjà de quoi on parle et pourquoi ils sont nouveaux ? On peut regarder que la façon, justement, comme tu le disais, qu'on a de consommer du contenu a évolué. Quand on regarde les réseaux sociaux utilisés, on est passé de Facebook à TikTok, par exemple, ou à Instagram. Quand on regarde les sites web, on est passé des blogs à des sites très dynamiques avec beaucoup de vidéos aussi. Donc la façon de consommer de contenu a évolué. Et là, on parle du digital, mais dans l'audiovisuel, c'est exactement pareil. On ne regarde plus la télé en direct comme avant, en se disant « il y a ça en prime ce soir, il faut que je regarde ». On a les plateformes qui sont arrivées, on a la VOD qui est arrivée sur la télévision. Donc on va consommer son contenu différemment. Forcément, comme le contenu est consommé différemment, le contenu va être lui-même différent pour être adapté à la façon de le consommer. Si on regarde un contenu sur un téléphone ou sur un écran de cinéma, c'est pas la même chose. Et c'est exactement pour ça qu'on va devoir adapter la façon de produire son contenu à la façon dont on le consomme. Et au-delà de ça, il faut aussi qu'on adapte la façon d'acquérir du trafic vers ce contenu. Si on a le plus beau contenu possible mais que personne ne le voit, c'est un peu dommage. C'est compliqué. Donc il faut qu'on adapte les codes aussi à la façon de faire d'aujourd'hui et ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Et donc les nouveaux métiers aujourd'hui vont beaucoup être sur de l'image, sur du community management, sur de la création de contenu, mais aussi sur les façons d'acquérir du trafic, donc tout ce qui concerne le marketing digital, le référencement, la publicité en ligne, tous ces différents aspects qui sont des métiers essentiels aujourd'hui et qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Et l'autre point qui est important, je pense, c'est que toutes ces méthodes, toutes ces stratégies de marketing digital et de contenu sont aujourd'hui adaptées à tout type d'entreprise, qu'on soit une petite TPE, qu'on soit un artisan de quartier ou une très grande entreprise, on a besoin d'avoir une présence numérique, on a besoin de produire du contenu de manière efficace sur ces plateformes digitales et sur ces réseaux sociaux, et donc on a ces métiers qui apparaissent. Et alors, sur le volet audiovisuel justement qui caractérise quand même justement votre école. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Sophie, justement ce qui a changé dans l'audiovisuel, à la fois en termes de manière de produire, mais aussi de manière de diffuser ? Au tout début des sites internet, on faisait à l'époque juste un film un petit peu institutionnel pour présenter l'entreprise, ses produits ou ses services, et c'était destiné au balbutiement des sites internet, et comme disait François, au départ avec des très grosses structures, et puis aujourd'hui, surtout avec la crise sanitaire qu'on a connue pendant 1 an et demi, et qu'on connaît malheureusement encore un petit peu, aujourd'hui, n'importe quel artisan ou TPE ou petite entreprise, en tout cas, a besoin de son site internet. Et donc, il y avait tout un budget qui était accordé à ça, on mettait beaucoup d'argent, ça prenait du temps. Aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, avec tout ce qui va être aussi les e-shops, etc., on a besoin d'images, on a besoin de consommer. Et aujourd'hui, il faut bien faire le distinguo, effectivement, entre les films qu'on va dire corporate, institutionnels, qui vont être un peu comme si je vous parlais de Chanel ou dans les métiers du luxe, des très grands films. Et puis, vous avez aussi toute la production de petits contenus, de short contenus qui ont vraiment vu le jour. Et aujourd'hui, on a besoin, et les internautes ont besoin de voir du contenu différent sur les marques chaque jour. Donc la production, c'est d'abord démocratisé. Et ça aussi, grâce ne serait-ce qu'aux appareils aujourd'hui qui font notre tournage aujourd'hui. On n'a plus besoin forcément de grosses machines. C'est quasiment la nouvelle vague, on va dire, de la production. Pour avoir des contenus beaucoup plus courts, beaucoup plus ciblés, parce qu'ils ont un temps de vie qui est beaucoup moins important que ce qu'on avait avant. Et justement, en termes de débouchés et par rapport aux attentes, donc ça c'est hyper important, vous l'avez dit, à la fois une petite start-up, un artisan, une très grosse boîte ou carrément une multinationale, tout le monde crée du contenu, différemment, mais tout le monde crée du contenu. Quelles sont quand même les nouvelles attentes justement des recruteurs et donc justement les futurs employeurs de vos étudiants dans ces futurs métiers et sous-entendu, quelles sont ces nouvelles compétences ? Alors, il y en a plusieurs là-dessus. La première, c'est justement être polyvalent. C'est maîtriser un peu tous les aspects du digital et de l'audiovisuel.
Parce que quand on parle de petites startups, de petits artisans, il n'aura pas les moyens d'avoir une personne qui va faire que de la vidéo par exemple ou que du référencement. Il aura besoin de quelqu'un qui pourra un peu touche à tout, qui va maîtriser les différents domaines, les différents volets du digital et de l'audiovisuel pour pouvoir gérer de manière autonome toute la communication digitale et tout le marketing digital de l'entreprise. L'autre point qui est extrêmement important, c'est la curiosité et l'adaptabilité. On est dans des univers qui évoluent très vite. Sur ce qu'on disait, c'est que justement il y a 10 ans, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, et qu'aujourd'hui n'a probablement rien à voir avec dans 10 ans. Et donc ce qu'il faut, et ce qui est ultra important pour un jeune aujourd'hui, c'est d'être curieux, de s'adapter en permanence, et donc de savoir apprendre par lui-même aussi. Et donc nous, ce qu'on fait justement au sein des établissements d'enseignement supérieur, c'est d'essayer de pousser les étudiants à apprendre par eux-mêmes, et de leur donner cette autonomie, de les guider dans leur apprentissage, mais de ne pas tout leur donner clé en main. Ouais. Parce que si on fait ça aujourd'hui, ils seront très bons pendant 5 ans ou 10 ans, mais ils ne pourront pas mettre à jour leurs compétences. Or, c'est ultra important de mettre à jour ces compétences pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Pour répondre justement à cette transformation digitale justement des entreprises et de l'apparition aussi de ces nouveaux médias, c'est-à-dire que les réseaux sociaux n'étaient pas démocratisés comme maintenant, l'accès aux plateformes de vidéos non plus n'était pas aussi démocratisé que maintenant. Comment vous aidez vos étudiants à intégrer justement ces outils de diffusion dans cette production? Parce que justement, on réfléchit à la production différemment, mais il faut aussi réfléchir à la diffusion différemment. Comment ça s'intègre ça? On réfléchit toujours en écosystème, en voyant comment notre action va pouvoir avoir des répercussions ailleurs, et notamment sur les différentes plateformes. Communiquer sur les réseaux sociaux, c'est raconter la même histoire mais de façon différente. Parce que de la même manière qu'on ne va pas consommer le contenu de la même manière, on ne va pas sur Facebook pour la même raison que pour Instagram, que pour TikTok ou que pour Twitter. Donc certes, notre image de l'entreprise, notre historique, le message qu'on veut faire passer, le message qui soit commercial, marketing, quel qu'il soit, va être le même, mais par contre la façon de le dire va être différente. Et donc on pousse les étudiants à réfléchir à comment on adapte sa stratégie, comment on adapte son contenu aux différentes plateformes pour avoir des contenus différenciés in fine sur chacune des plateformes. Et ça, c'est vraiment justement la partie stratégique du digital, parce qu'on apprend à savoir faire des choses, évidemment, mais aussi à savoir pourquoi les faire. Ouais. Si on ne sait que faire, ou si on ne connaît que la stratégie, on est justement limité dans nos actions, alors que là, notre objectif est de vraiment maîtriser tout de A à Z, de la conception de la stratégie au déploiement de celle-ci. Et donc à la diffusion. J'ai envie d'ajouter, c'est vraiment ce qui nous sépare d'une école purement audiovisuelle. C'est vraiment, peut-être je te spoil ta question. C'était exactement, voilà, c'est justement, et c'est ce qui, comme on disait un peu tout à l'heure, la caractéristique de l'ECITV, c'est qu'on apprend à faire du contenu, ça très bien, mais on apprend surtout à l'utiliser. Tu le disais tout à l'heure, on a beau créer le plus beau trailer du monde, les plus belles pastilles vidéo du monde pour les réseaux, si finalement on ne les utilise pas correctement, ou en tout cas de manière adaptée en fonction de la cible et en fonction du support, c'est dommage. Donc c'était effectivement là-dessus que je voulais... Pardon, je t'ai un peu coupé, mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui va nous différencier d'une école purement audiovisuelle. L'ECI a été créé il y a 10 ans, on va fêter les 10 ans maintenant, pour bien faire comprendre qu'il y a toute une partie marketing quand même, et c'est ça que nos étudiants ou futurs étudiants chez nous doivent bien comprendre, c'est que s'ils veulent faire du cinéma, il faut qu'ils aillent dans une autre école. Et on a des écoles dans le réseau pour cela. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut comprendre son client, il faut comprendre quel est son service, quel est son produit, mais aussi quel est, comme disait François, son écosystème, quel est le client. On ne va pas vendre la même chose sur les différents supports. Et aujourd'hui, on a une multitude de supports possibles en digital. Et si vous voulez vendre des ascenseurs Stana, vous n'irez pas forcément chez TikTok. Encore que, il y a peut-être une manière aussi que les petits enfants soient prescripteurs. Mais c'est ça vraiment qui est important, c'est de comprendre son client, de comprendre comment il va interagir avec sa communauté pour pouvoir ensuite réfléchir à ce qu'on va produire et à quel message on va faire, quel message on va créer pour que ça atteigne sa cible. Donc l'audiovisuel, c'est icing on the cake, dans le sens où c'est une fois qu'on a déroulé toute la stratégie de l'entreprise et qu'on sait comment elle va communiquer, ensuite on peut se mettre à écrire, à produire, à diffuser. Voilà, c'est hyper important. C'est pas qu'une école d'audiovisuel, loin s'en faut. C'est justement, et justement là-dessus, peut-être, le CTV, c'est parti d'un double constat. On parlait de la création il y a 10 ans. C'est d'une part, la façon de consommer du contenu audiovisuel a changé et donc on doit adapter les contenus et les méthodes d'acquisition de trafic. Et d'autre part, le marketing digital a lui-même évolué aussi. On est passé des sites statiques, sans photos, sans vidéos, sans rien, à des sites ultra immersifs aujourd'hui où la vidéo est ultra présente, où on est plongé dans un univers et donc où on a besoin de maîtriser aussi ses compétences audiovisuelles. Je regardais, pour l'anecdote, hier soir justement, le premier site internet qui est encore accessible en ligne, on peut le retrouver. Et donc vous allez voir, c'est juste des pages de texte comme ça, sans rien d'autre. Et donc c'est le passage du web 1.0 au 2.0
qui a permis d'apporter la photo et un peu de vidéo, et du 2.0 au 3.0 qui là est ultra immersif, et donc pour lequel on a besoin aussi de l'audiovisuel. On est une école qui est vraiment sur de l'hybridation entre digital et audiovisuel, et les deux ont besoin l'un de l'autre en fait pour être le plus performant possible. Et alors maintenant que le constat justement est posé sur ce nouveau domaine finalement, comment on se forme? Est-ce qu'on pourrait parler justement un peu des parcours et des programmes d'études que vous proposez justement pour arriver à répondre à ces besoins? Je voudrais qu'on parle justement des programmes et quel type d'études on peut faire quand on rentre dans une école spécialisée comme la vôtre. Parcours en 3 ans, parcours en 5 ans, comment ça se passe? C'est ça, il y a les deux parcours justement. Il y a un parcours en 3 ans qui débouche sur un bachelor, qui est un bachelor en marketing digital, et avec 2 options. Une option communication du visuel et une option marketing digital et business. Et ensuite, la suite logique, c'est le bac plus 5 qui va être lui aussi sans communication audiovisuelle et marketing digital, soit en marketing digital et e-business. Et en fait, les deux formations, que ce soit en cycle bachelor ou en cycle master, sont articulées autour de 4 grands pôles de compétences. Le marketing 360, il faut savoir faire une étude de marché, comprendre son consommateur. Ce qu'on disait, si on ne sait pas faire ça, on aura du mal à adapter son contenu. Le marketing digital, comment on fait pour que sur Internet, les gens viennent nous voir. Le pôle audiovisuel et culture. Et enfin, le pôle technique, qui est technique de web et technique de PO, donc de design, avec toute la suite Adobe, avec le développement de sites web, de sites e-commerce ou encore de WordPress, donc de CMS. C'est aussi un des grands bouleversements. On peut faire du site sans vraiment savoir coder. Il faut avoir les bases pour savoir de quoi on parle, mais on a des solutions qui sont no-code ou low-code, où n'importe qui peut créer son site WordPress. Et ça, c'est évidemment essentiel aussi. Vous formez quand même aussi, parce qu'on parle beaucoup d'images, de films, tout ce qui est création de contenu texte, justement, avec le référencement naturel, des choses comme ça fait aussi partie finalement des stratégies de contenu pour... Bien sûr, c'est dans ce que j'appelle pôle marketing digital. On a des cours pour acquérir du trafic, donc tout ce qui est référencement, payant évidemment, mais aussi naturel. Et donc on a beaucoup de cours de techniques rédactionnelles pour le web qui vont justement apprendre à rédiger des articles de blog, rédiger des articles pour un site, des articles journalistiques aussi. Mais c'est un point essentiel parce que évidemment, pour faire venir des gens sur son site, il faut être bien référencé et il vaut mieux être en première page sur Google qu'en 3e. Donc il faut savoir comment faire, donc d'un point de vue texte et d'un point de vue technique, comment on fait pour être le mieux référencé possible. Et à l'issue de ces 3 ans de formation, vos étudiants, ils sont capés pour rentrer dans le monde du travail? Mais même dès la première année, parce que nos études sont en alternance, donc à partir de la première année, on peut être en alternance, en première, deuxième et troisième. Et à l'issue de la troisième, en effet, on peut se lancer sur le marché de l'emploi ou poursuivre ses études. On va être sur des postes souvent qui vont être de community management, justement quand on sort au niveau bac plus 3, ou sur des postes assistant marketing digital, assistant communication digitale, mais c'est tout à fait possible. Et on a tous les ans quelques étudiants qui arrêtent pour se lancer, qui sont très satisfaits de se lancer aussi à ce niveau-là. Et d'autres qui vont poursuivre sur le cycle master, qui a un cycle qui a 2 vocations principales. Un, préparer des managers, donc à piloter des équipes, et 2, à monter en expertise technique aussi sur le marketing digital, sur la communication du visuel, sur la création de contenu. Donc on va aller encore plus loin que ce qu'on a fait sur le cycle bachelor. Parce que c'est quand même hyper important d'avoir connaissance de ces compétences techniques dont on a besoin, même quand on est manager. C'est quand même hyper important de savoir comment ça marche pour déjà bien driver ses équipes et puis même pour avoir conscience tout simplement du travail qui est demandé, de ce qui est... Bien sûr, et c'est ce qu'on disait, aujourd'hui on essaie de former des couteaux suisses du digital et de l'audiovisuel. Donc pour être couteau suisse, il faut avoir connaître en tout cas le plus grand socle de connaissances et de compétences sur un peu tous les domaines. Et là où tu as totalement raison, où c'est ultra important, c'est que si on est chef de projet digital par exemple, on va briefer des techs parce qu'on va faire une refonte de site web, on va briefer des créas qui vont nous faire des graphistes qui vont nous faire des créations graphiques, on peut briefer une équipe d'audiovisuel qui va nous faire un film, et donc il faut qu'on sache que faire, il faut qu'on puisse contrôler, il faut savoir rédiger les cahiers des charges et lire aussi justement les cahiers des charges, enfin il faut rédiger l'appel d'offres et lire le cahier des charges qui va nous être proposé. Et donc si on n'a pas ces compétences, on ne pourra pas maîtriser, on ne pourra pas piloter. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces compétences techniques et ces connaissances techniques plus ou moins superficielles. Et c'est là aussi le point à l'ECTV. Comme tout le monde en alternance, chacun va se spécialiser sur un domaine. Certains vont être des experts du référencement, d'autres vont être des experts de la pure création de contenu, d'autres du community management, d'autres vont rester beaucoup plus larges, justement sur un spectre de compétences beaucoup plus large. Chacun fait un peu son parcours de vie là-dessus. Mais nous, on offre justement les compétences globales à tout le monde et chacun après va se spécialiser dessus. Et cette spécialisation, comment vous accompagnez les étudiants qui n'auraient pas, dès leur entrée dans l'école, l'idée de se dire moi c'est la production audiovisuelle qui m'intéresse le plus ou l'écriture pour le web par exemple. Comment vous pouvez accompagner
vos étudiants justement dans ces spécialisations parce que ça reste quand même assez vaste comme domaine. Tout à fait. Là, c'est la pédagogie qui va entrer en compte en ayant justement, en abordant tous ces sujets au fur et à mesure des cours. L'étudiant va voir vers quoi il a le plus d'appétence et va pouvoir se tourner vers ça. Notre pédagogie est vraiment tournée autour de projets. On a chaque année 6 séminaires d'une semaine sur lequel l'étudiant va être briefé sur un projet et présenter son rendu à la fin de la semaine. Et donc, on le met en conditions réelles. Sur beaucoup de séminaires, ça va être pour des vrais clients, des clients réels, une entreprise qui vient, qui a un besoin, qui briefe les étudiants sur ce besoin et qui va évaluer les étudiants à la fin de la semaine. Et donc, en attendant ces conditions, l'étudiant va savoir ce qui va lui plaire ou non. Et ensuite, toute notre cellule relations entreprise va accompagner l'étudiant pour le former, ou en tout cas l'aider à trouver une entreprise ou une alternance dans le domaine, va lui aider à remanier son CV, sa lettre de motivation, par rapport justement au domaine qu'il souhaite faire. Et donc, il y a ce vrai accompagnement qui est fait. Mais en tout cas, la source, l'origine vient de la pédagogie, des cours et des séminaires. Parce que la majorité de vos enseignants sont des pros. Ah, c'est pas la majorité, c'est plus que la majorité, c'est 98% quasiment de nos intervenants. Ça, c'est une obligation que l'on se doit. C'est-à-dire qu'ils enseignent le métier qu'ils pratiquent tous les jours. Pour nous, c'est hyper important. On a bien redit que voilà, on était dans une école de digital où les choses sont très mouvantes, où ce qui existe ou ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément demain. Donc l'ensemble de ces cours-là doivent être évidemment updatés et qui de mieux que quelqu'un qui le vit au quotidien. Bah ouais. Donc à part je crois les profs d'anglais et encore même plus forcément nos profs d'anglais, parce que nos étudiants le TOEIC à passer, sont des personnes qui ont un job soit en freelance, soit chez l'entreprise, soit dans des grosses structures et qui enseignent à nos étudiants absolument. C'est une obligation pour nous. Et justement, on a quelques profs qui sont chercheurs, j'en fais partie, mais même ceux qui sont chercheurs ont une activité professionnelle à côté, c'est un élément essentiel. Et justement, ça fait partie d'un point qui me semble important et qui est un des marqueurs forts de l'ECITV, c'est qu'on délivre des diplômes reconnus par le ministère du Travail, des titres RNCP, donc au niveau 5, 6 et 7, équivalent Bac plus 2, Bac plus 3 et Bac plus 5. Et parce qu'on a cherché cette reconnaissance-là, parce qu'on cherche à former à des compétences techniques, des savoir-faire dans un contexte, plutôt qu'à des connaissances totalement décontextuées, justement. Il faut de l'académique, il faut savoir connaître, il faut avoir des grilles de lecture pour anticiper les changements, pour avoir un cadre de référence, mais ce qu'il faut, c'est savoir appliquer ces connaissances et savoir les mettre en place pour une entreprise. C'est vraiment notre objectif, et donc c'est pour ça qu'on est sur cette logique d'intervenant professionnel et de reconnaissance ministère du Travail. Tu as parlé des langues, justement, oui. Ça me semblait assez intéressant, parce que est-ce que c'est un domaine, justement, dans lequel l'anglais est quand même important ? Alors oui, il n'est pas primordial, on n'est pas sur des terrains non plus complètement internationaux, mais aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles plateformes, si tu regardes les dernières offres d'emploi sur LinkedIn, que ce soit Amazon Prime, que ce soit Netflix, que ce soit même sur Slash, éventuellement, tu as les offres d'emploi qui sont en anglais. Ouais. Donc c'est hyper important pour nos étudiants, effectivement, d'avoir quand même le minimum. D'abord, le TOEIC est obligatoire pour l'obtention du diplôme, mais en plus, c'est vrai que d'avoir cette culture de l'anglais est hyper importante. Ceux aussi qui veulent partir en prod, on est quand même le PACA et la deuxième région au monde pour les tournages. Donc c'est pas rien. La France est un gros réseau de tournage. On voit tout ce qui s'est tourné aussi. Donc oui, effectivement, l'anglais est important. C'est pas primordial, mais c'est un atout évidemment pour aller travailler dans les plus grosses structures et notamment sur les nouvelles plateformes. Ouais. Si on fait du marketing d'influence, par exemple, on va peut-être collaborer avec des influenceurs internationaux et donc il faut savoir les contacter, les briefer en anglais. Donc c'est quand même important. On peut s'en sortir sans l'anglais. On exige un score au TOEIC pour obtenir le diplôme de l'ECITV qui est 750 au TOEIC. Donc pour nous, c'est essentiel. Mais on peut quand même malgré tout s'en sortir si on n'est pas totalement bilingue. L'objectif, c'est pas ça, c'est de savoir travailler en anglais, donc avoir un niveau minimum qui permette de vivoter en anglais en quelque sorte. Et si on continue à parler justement un peu des profils des étudiants qui vont pouvoir rejoindre le CITV, est-ce qu'il y a un profil type avec la réforme du bac? Là, typiquement, on a toujours plein de jeunes qui nous disent « moi j'ai fait tel spé, j'ai fait tel spé ». Est-ce que vous avez des recommandations particulières où justement ça reste quand même un domaine ouvert à plein de profils? C'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui, à l'issue du bac, de savoir vraiment ce qu'on va faire. Je trouve que c'est une pression qui est terrible sur les étudiants, en tout cas sur les lycéens. Je trouve que c'est très dense. Nous, ce qu'on veut, c'est ce que disait François en préambule. Évidemment, il faut avoir de l'appétence pour les réseaux sociaux, pour tout l'univers du digital. Oui, il faut de l'appétence aussi pour l'audiovisuel s'ils veulent un petit peu se spécialiser. Et je crois que la première chose qu'on demande vraiment
aux étudiants, c'est de la curiosité, de la curiosité et de la curiosité. Sans ça, on n'y arrive pas. C'est vrai que c'est un discours qu'on entend beaucoup, mais c'est l'essence même de nos métiers, que d'être curieux, que ça soit sur ce qui s'est passé avant, comment comprendre l'audiovisuel si on n'a pas un petit peu de culture audiovisuelle derrière, et pareil pour le digital. Donc c'est vrai que évidemment les appétences, mais on a vraiment besoin d'avoir des profils curieux et qui veulent découvrir des nouvelles choses et toujours aller chercher les dernières nouveautés. Tout à fait. Il n'y a vraiment aucun profil type. Maintenant, être curieux, connaître le digital, aimer ça, c'est un vrai plus. Pareil, on n'a pas parlé du processus d'admission, mais on a un oral d'admission qui est effectué. Et parfois, les étudiants viennent avec leur portfolio ou leur compte TikTok, leur chaîne YouTube. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée, parce qu'on peut voir vraiment justement que l'étudiant aime ça, qu'il a déjà travaillé, déjà développé des compétences dans le domaine. Et c'est une vraie valeur ajoutée. C'est pas rédhibitoire, évidemment, mais c'est un plus si on aime les réseaux sociaux et qu'on sait créer du contenu. C'est déjà ça de prix sur la formation, donc c'est un plus. Et être un peu créatif. Être un peu créatif, et surtout pendant cet entretien d'admission qui est vraiment pas un entretien qui est fait pour... c'est pas un entretien d'embauche, c'est vraiment être sûr que le programme qu'on propose correspond bien aux envies et aux projets professionnels, même embryonnaires, de l'étudiant. Et vraiment, étudiants ou futurs étudiants, si vous nous écoutez, n'hésitez surtout pas à mentionner tout ce que vous faites. C'est vrai qu'au cours de certains entretiens d'admission, on s'est rendu compte, en discutant avec le futur étudiant, qui s'occupait du restaurant du frère ou du cousin, qu'il avait créé du contenu, qu'il avait animé une communauté, qu'il avait fait des petites vidéos, etc. Et même si tout ça n'est pas monétisé, c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Et on s'est rendu compte en disant mais tu as ça, mais dis-le nous. Tu fais du digital, même si tu le fais de manière autodidacte, parce que tu as été regarder des tutos, etc. Pour nous, c'est hyper important de savoir qu'il y a déjà une appétence. Et c'est pas parce qu'on n'est pas payé ou qu'on n'est pas dans une structure de freelance que ça n'existe pas et que l'expérience n'a pas été acquise. Donc vraiment, s'il vous plaît, sur vos CV, mettez bien tout ce que vous faites, même si c'est le mariage de votre grand-mère ou la communion du petit dernier, c'est pas grave. Ça veut dire que vous avez déjà une curiosité et une envie d'apprendre. Et ça, c'est hyper important pour nous. Un point qui est essentiel, c'est que l'entretien d'admission, c'est vraiment pas pour sanctionner quoi que ce soit, c'est vraiment pour accompagner. Et par exemple, si on s'aperçoit lors de cet entretien que vous voulez faire vraiment de l'audiovisuel, on pourra vous réorienter vers une école de pur audiovisuel. Si c'est pour faire du développement informatique, on pourra vous réorienter vers une école de développement informatique. On a la chance de faire partie d'un réseau d'écoles qui a de multi-compétences et c'est ça. Et donc justement, on a cette flexibilité et on peut réorienter l'étudiant vers l'école qui sera la plus adéquate avec son projet professionnel. Notre but n'est absolument pas de vous enfermer à l'ECTV, de vous faire venir à tout prix, coûte que coûte. Non, c'est vraiment que vous vous épanouissez dans vos études et dans votre projet professionnel, donc de vous aider à ça. Donc c'est vraiment un entretien qui est bilatéral. L'objectif, c'est de se parler, c'est de voir est-ce que votre parcours correspond à ce qu'on peut vous offrir et inversement, est-ce que l'école correspond à ce que vous voulez faire et en fait, c'est un peu un matching réciproque de l'étudiant et de l'école. Donc, c'est vraiment pas pour sanctionner l'étudiant. Non, et puis c'est vraiment hyper important d'être à l'aise dans la formation dans laquelle on va se lancer. Ces semaines de séminaire, c'est des semaines qui sont hyper denses. Ils ont les briefs souvent le lundi matin et c'est fait exprès pour faire des rendus le vendredi. Ils passent des semaines vraiment déjà à travailler en équipe, ce qui n'est pas toujours évident. Quand on a des équipes de 5-6 personnes, que ce soit sur le digital et sur l'audiovisuel. Donc on leur en demande quand même beaucoup. Donc il faut qu'ils se plaisent. C'est l'histoire du vilain petit canard. Il faut qu'ils soient dans la bonne mare. Voilà. Et c'est ça, nous, qu'on essaie de détecter pendant les entretiens d'admission. C'est est-ce que tu es sûr qu'au moment où je te parle, le projet que tu as est bien celui qui t'attend à l'ECITV. Sinon, on réoriente ou on diffère les choses en disant peut-être que là, il faut que tu passes déjà par là et ensuite tu reviens chez nous en master. Donc il y a vraiment ce rôle d'accompagnement que vous avez vis-à-vis de vos étudiants. On n'est pas là pour remplir les classes et faire du volume. C'est pas du tout ça l'idée. Mais en revanche, il faut que chaque étudiant trouve sa place dans nos promotions. Et avant d'arriver à l'entretien de motivation, justement, enfin l'entretien avec vos équipes, comment ça se passe? On candidate directement sur votre site? Quand est-ce qu'on candidate? À partir de quand on peut commencer à postuler? Alors déjà, la première chose, avant tout ça, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de venir une journée porte ouverte. Parce que pareil, c'est ce qu'on disait, dans une école, il faut s'y sentir à l'aise. Et c'est aussi le cas sur un campus, il faut sentir les énergies, il faut voir si ça nous plaît. Et donc vraiment, venir sur le campus avant de candidater, c'est quelque chose, je trouve, d'extrêmement important pour savoir si ça va vous plaire. Ensuite, il y a deux options. Soit vous êtes lycéen pour l'instant
et voulait venir en première année en alternance, auquel cas, il faut qu'on était sur Parcoursup, sur le CITV, et c'est des candidatures au fil de l'eau. Donc, ce n'est pas soumis au calendrier Parcoursup comme d'autres formations. Vous pouvez candidater dès janvier à l'UCTV, passer votre concours en janvier et, si tout se passe bien, être admis rapidement. Soit vous êtes hors Parcoursup, si vous voulez faire la formation en initiale, ou alors entrer en deuxième année, en troisième année, en admission parallèle. Et là, quand on était sur le site, vous inscrivez à une session de concours. On a des concours les mercredis qui sont faits à distance ou les samedis qui sont en présentiel sur le campus. Donc là, c'est des tests qui sont faits en ligne de culture informatique, d'anglais. Il y a plusieurs comme ça petits tests qui sont faits. Et l'après-midi, on a aussi, juste après les tests écrits, on a l'entretien de motivation dont on parlait. Et on donne la réponse sous quelques jours pour vous dire si vous êtes admis ou non. Et si vous êtes admis, on a notre service Relations Entreprises qui vous contacte tout de suite pour vous aider dans la recherche d'alternance dès le début. Parce que plus tôt vous trouvez votre alternance, mieux ce sera pour vous, évidemment. Je voulais te demander ça justement, parce que c'est une question que tous les étudiants se posent, que ce soit en première année, deuxième année, peu importe l'année dans laquelle ils rentrent en alternance, c'est de trouver son entreprise. Et justement, j'aimerais juste qu'on revienne très rapidement justement sur comment, de manière très concrète, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais vraiment, à partir de quand, justement, il faut commencer à chercher son entreprise pour la rentrée de septembre, et surtout, qu'est-ce que vous mettez en place derrière avec l'étudiant, ou futur étudiant, pour justement qu'il puisse être rassuré. Déjà, il faut commencer à chercher dès qu'on est admis à l'école. Le plus tôt est le mieux. Et là-dessus, donc, on a les relations entreprises qui accompagnent l'étudiant, qui lui demandent justement ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut faire. Là, l'entretien de motivation a aussi son rôle à jouer, parce que dans l'entretien de motivation, on va prendre des notes pour essayer vraiment de savoir ce que nous dit l'étudiant, et on peut transmettre au service relations entreprises pour déjà se faire un profil de l'étudiant et savoir vers quoi le diriger, vers quelle offre l'orienter. Ensuite, le service relations entreprises envoie des offres à l'étudiant qui correspondent justement à son profil, à ce qu'il cherche faire. Donc il y a cet accompagnement qui est fait. Il y a l'aide pour refaire le CV aussi, la présence en ligne sur LinkedIn par exemple, les lettres de motivation. Il y a tout cet accompagnement, les photos. C'est important, hein. Oui, c'est important. C'est important et parfois on confond un compte Instagram avec un CV au niveau des photos. Donc c'est important de le dire. Voilà. C'est vrai. Des job dating aussi qui sont organisés où les entreprises vont venir sur le campus à la rencontre des étudiants. Donc il y a vraiment beaucoup d'étapes, beaucoup d'accompagnements différents qui sont faits et on a plus de 90%, 98% parfois des étudiants qui sont placés en alternance. Donc justement, c'est vraiment notre fierté. Parce que comme on disait, notre objectif et notre indicateur clé, c'est l'employabilité des jeunes, qu'ils soient en études ou à la sortie d'études. Et donc vraiment, c'est le plus important pour nous. Et justement, faut être honnête aussi là-dessus. Il y a des aides en ce moment pour l'alternance, donc c'est très favorable pour les entreprises de recruter des alternants. Et c'est génial parce que ça permet à nos services relations entreprises et à nos étudiants de trouver plus facilement des entreprises depuis quelques temps. Pour accueillir les étudiants. Mais je pense qu'en dehors des aides, on verra si elles vont être pérennisées ou pas. On voit quand même dans les métiers de l'audiovisuel qui, en tout cas, étaient plutôt parfois réservés au fameux statut d'intermittent. On voit quand même qu'il y a énormément d'entreprises qui ont recours à des chefs de projet multimédia, des gens qui sont capables de comprendre le brief, de l'écrire, de le tourner, de le diffuser. Et c'est vrai que malgré le fait qu'il y ait effectivement ces aides Macron qui ont beaucoup aidé à l'alternance, on voit malgré tout, en dehors de ce levier-là, un grand nombre d'offres au niveau des jobs multimédia. Et ça nous rassure beaucoup. Et effectivement, grâce à ça, on a aussi un taux de placement dont on est fier. Oui, là-dessus, il y a un vrai changement de paradigme sur l'alternance. Et aujourd'hui, l'alternance est extrêmement popularisée dans les entreprises, et notamment dans les petites entreprises aussi. On parlait des startups, on parlait des TPE, des PME. De plus en plus, ces entreprises-là recrutent des alternants aussi, alors qu'à une certaine époque, c'était vraiment les grandes entreprises qui avaient leur avec les services dédiés, les choses comme ça. Aujourd'hui, non, l'alternant est considéré comme un vrai salarié. Et d'ailleurs, nos étudiants en 3e ou en 4e, 5e année sont 4 jours par semaine en entreprise, donc sont des vrais salariés. 80% du temps, ils sont purement et uniquement salariés. C'est juste 20% du temps où ils sont à l'école en formation. Avec des vraies missions salariées. Et quand parfois ils doivent revenir à l'école, parfois on sent que ça manque à l'entreprise. Est-ce que vous auriez des exemples de postes justement qui sont occupés par vos étudiants, peut-être justement à différents stades de leur cursus d'études? Et dans quel type de structure est-ce que vous avez des partenaires justement à nous citer pour voir la diversité justement des structures dans lesquelles vos étudiants sont placés? Tu veux répondre pour les bachelors déjà au départ? Si tu veux, déjà, même avant ça, on a dans le réseau, on disait qu'on faisait partie d'un réseau, 7500 entreprises partenaires. Donc on a un énorme spectre d'entreprises partenaires, ce qui favorise vraiment, bien sûr certaines sont
plus partenaires que d'autres, ou en tout cas prennent plus d'alternants que d'autres, etc. Mais on a déjà un carnet d'adresses qui est extrêmement important. Ensuite, justement, les étudiants sont tout type d'entreprise. Et vraiment, c'est tout type. Aussi bien en petite start-up qu'en grande multinationale. Sophie pourra en parler sur l'audiovisuel, par exemple, mais on a aussi bien des grandes chaînes télé que des petites agences qui font appel à nos étudiants. C'est pareil dans la filière digitale. Et ensuite, en premier cycle, donc en cycle bachelor, ça va être très souvent des missions de community management. C'est vraiment la création de contenu, et c'est des personnes qui vont être là pour faire des photos, faire des créations sur Photoshop, sur Illustrator, ça va être de faire des films avec des petits montages, s'occuper du TikTok, de l'Instagram, ça va être de faire la stratégie, justement la déclinaison de la stratégie. Mais en cycle bachelor, on est quand même beaucoup plus sur de l'opérationnel que sur de la pure stratégie à long terme. Et justement, c'est là où il y a cette distinction entre premier cycle et second cycle. Quand on est en cycle master, c'est vraiment définir la stratégie digitale de l'entreprise qui va souvent demander à nos étudiants. Certains vont travailler en communication interne aussi, par exemple faire des films, animer des réseaux sociaux internes, etc. On est vraiment sur ces métiers-là en grande majorité. Et d'autres qui vont être, un peu comme je le disais, sur un domaine du marketing digital, donc soit le référencement, soit la publicité, du display, donc référencement naturel ou payant, soit du marketing d'influence. Et donc nos étudiants travaillent soit en start-up, soit en grande entreprise, soit en agence. Et à la sortie d'études, c'est la même typologie qu'on retrouve, avec en plus certains qui deviennent freelance ou en tout cas qui sont à leur propre compte et qui créent leur entreprise. On a aussi un petit vivier d'entrepreneurs à la sortie de nos études et on est assez fiers de ça aussi. Finalement, c'est vrai que c'est un domaine qui s'y prête à devenir freelance. Complètement, et c'est vrai que depuis 2 ans, on voit en fin de cursus, en fin de master, ils sont obligés de faire un mémoire où ils ont une deuxième option qui est le projet entrepreneurial. Et là, depuis 2 ans, on voit vraiment, avant c'était vraiment epsilon, les projets entrepreneuriaux, et là c'est un peu plus d'un tiers des projets qui sont des projets entrepreneuriaux. C'est vrai qu'il y a aussi cette volonté aujourd'hui dans la jeune génération d'être libre et de pouvoir exercer le métier un peu comme on le souhaite. Et c'est une des particularités des métiers, que ce soit du JRI, en tout cas des gens qui font de la production de contenu, ou que ce soit des métiers plutôt chez François dans le beaucoup purement digital comme community manager par exemple. Mais c'est vrai que on sent dans cette génération une volonté d'être un peu nomade et c'est vrai que le métier s'y prête bien. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, oui, effectivement, dans les profils de postes qu'on a, ça va de postes en agence. On a des gens chez Combini, par exemple. On a des gens chez M6 aussi, qui est l'entreprise partenaire. Mais chez M6, on a autant des gens en télévision et un peu plus sur tout ce qui est télé délinéarisé, justement. C'est-à-dire les postes qui vont être occupés par les replays, par la publicité, par les réseaux sociaux, c'est 50-50. Donc voilà, il y a une multitude de postes, tout ce qui va être projet multimédia, chef de projet. Évidemment, il y a beaucoup d'assistants de prod aussi qui sont recrutés à l'issue de nos études. C'est aussi vaste que le monde. À partir du moment où vous avez besoin d'exister et besoin de faire du chiffre d'affaires, vous avez besoin de créer du contenu et ce contenu-là, il doit être de qualité et sur le bon support. Voilà. Donc c'est assez protéiforme. Question, pas piège du tout, mais est-ce que ça se passe plus à Paris ou est-ce qu'il y a quand même, notamment pour se lancer post-études, est-ce qu'on peut trouver du boulot partout ? Alors déjà, aujourd'hui, la plupart de nos étudiants sont à Paris, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le CTV est aussi ouvert à Lille et tous les étudiants sont aussi en alternance, qu'il y a un vrai besoin sur ces métiers. En fait, comme le disait Sophie juste avant, quasiment toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de création de contenu. Donc, ont besoin de notre expertise et de l'expertise de nos étudiants. Donc, c'est un peu sur tout le territoire. On a des étudiants qui vont aussi travailler à l'étranger suite à leurs études. On a des étudiants au Canada, par exemple, qui sont partis après avoir été diplômés de l'ECTV. Donc, non, il y a des besoins un peu partout. Maintenant, il est certain que les grandes agences sont basées à Paris. Les grandes chaînes, en tout cas beaucoup de grandes chaînes, sont aussi en région parisienne. Et donc, forcément, il y a un bassin d'emploi et une attractivité économique de l'Île-de-France qui est très forte. Mais encore une fois, depuis quelques années aussi, depuis le Covid notamment, on voit des entreprises se délocaliser aussi en région, en province, et donc avoir des besoins ailleurs. Et l'autre point aussi, c'est qu'il y a beaucoup de télétravail dans le digital, et donc on peut très bien être digital nomade aussi en sortant de l'ECTV et partir vivre en province par exemple et revenir un jour par semaine
dans la grande métropole dans laquelle sera basée notre entreprise, Ouais. mais c'est tout à fait possible. D'accord. Ça, c'est important aussi, parce que pour se Bien projeter, pour savoir un peu... Et de toute manière, ça part toujours de Paris, ensuite ça ruisselle dans les régions. Et voilà, de ceux qui vont rentrer maintenant, dans 5-6 ans, je pense qu'il y aura de plus en plus d'offres qui seront... Tout ne se passe pas à Paris, on n'est pas Heureusement. parisien. Hein. Non, loin s'en faut. Effectivement, sur les grands groupes médias, mais même les grands groupes médias ont aussi leur délocalisation en région. Ouais. Donc ça ne sera pas un problème en tout cas. Très bien. Si on résume, le CITV, c'est à la fois de la création de contenu, mais aussi réfléchir à la stratégie de diffusion. C'est ce qui va vous distinguer d'une école justement purement d'audiovisuel. Exactement. Je dis pas de bêtises. Cursus dans lesquels on peut rentrer en post-bac, Oui. soit sur des formats en 3 ans, soit sur des formats en 5 ans, diplômes tous les deux reconnus par l'État, parce que justement vous travaillez avec des pros pour répondre aux besoins des pros. Ça, c'est important. En alternance dès la première année ou en initiale Voilà. la première année. Donc si c'est pour des candidatures en alternance, ça passe par Parcoursup. Oui. C'est ça. Et si c'est pour de l'initial, c'est directement sur le site de l'ECITV. Exactement. On vous mettra tous les liens qui vont bien. Mais en tout cas, vous candidatez dès maintenant. Que Absolument. ce soit dans les deux Exactement. cas de figure. On candidate dès maintenant. Petit entretien qui va se passer avec vous et quelques petits tests. Vous avez un petit conseil comme ça, pratico-pratique Alors pour les savoir tests, comment se essayez prépare. quand même d'avoir un peu de culture générale. Voilà, c'est quand même là-dessus qu'on va aussi regarder. Tout ça faisant partie de la curiosité, etc. Culture générale, ça, c'est quand même bien de savoir. Un petit peu d'anglais. Donc, Ouais. ne serait-ce que écouter et mettre les sous-titres en anglais sur vos séries préférées. Vous allez voir, vous allez progresser énormément comme ça. Pas de séries en VF, s'il vous plaît, et pas de sous-titres français. Vous allez voir comme vous allez tout de suite progresser. Et puis un petit peu de culture informatique quand même, même si ça ne va pas être non plus, ça va pas être votre bête noire, mais ça serait bien. Et je vous le redis, sur vos CV, sur vos portfolios, dites tout ce que vous faites, qu'on ne soit pas obligé de gratter pendant 10 minutes pour savoir que vous avez fait des trucs incroyables. Moi, j'ai eu une étudiante qui avait 20 000 abonnés sur Instagram, qui ne l'avait pas mis sur son CV. Non. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'audiovisuel. Si. Justement. Justement, voilà, tu sais créer du contenu, tu sais le mettre en forme, tu sais animer une communauté. Si, justement, ça c'est intéressant. C'était pour du make-up, mais peu importe. Ouais. Voilà, c'était hyper important. Donc, réfléchissez à tout ce que vous savez faire et nous, on sera friands de tout ce que vous savez faire. Et de toute façon, vous êtes là pour apprendre. Donc, Exactement. même si les futurs candidats n'ont pas 20 000 abonnés sur Instagram, ça Non, marche c'est pas quand même. grave, c'est pas grave, ça marche quand même. C'est ça. Et l'autre conseil, c'est du coup de ne pas stresser, parce que l'entretien notamment n'est pas là pour Non. vous sanctionner, vraiment, c'est là pour vous accompagner. Oui. Donc soyez honnête, ne stressez pas trop. L'idée, c'est d'échanger, d'avoir un vrai dialogue, et pas juste de vous nous faire un monologue pour nous raconter tout. C'est vraiment de voir si ça match entre nous. Oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment de trouver la formation en adéquation Exactement. avec les attentes des étudiants, Exactement. mais également vous, voir que vos formations correspondent à leurs attentes. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Peut-être un tout petit aparté sur votre réseau d'alumni, parce que justement, ça fait 10 ans que l'école existe, donc il y a quand même beaucoup d'étudiants diplômés qui sont maintenant sur le marché du travail. Comment vous les sollicitez d'une manière ou d'une autre, à la fois dans le cadre des formations, mais aussi peut-être justement pour la recherche d'emploi? Effectivement, ça devient vraiment des gens qui, aujourd'hui, conscients de la formation qu'ils ont, peuvent aussi être demandeurs une fois qu'ils sont en poste ou qu'ils sont au sein de leur propre entreprise, peuvent nous demander, effectivement, et on en a beaucoup, de recruter des nouveaux profils. Je demande aussi toujours aux personnes, aux admissions, s'ils veulent être mis en contact avec ces étudiants ou ces anciens étudiants, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un ancien étudiant pour parler de son école. Nous, on peut vous dire qu'on a la plus belle école du monde. Ouais. On y croit, ça c'est sûr. Mais c'est quand même bien quand c'est d'autres personnes qui vous le disent. Et puis j'essaye aussi de faire venir mes étudiants sur des masterclass aussi, ou pour parler de leur métier. Parce qu'ils ont acquis parfois jusqu'à 5 ans d'expérience s'ils sont rentrés en première année. Enfin, l'alternance en première année n'est depuis là que 2 ans, mais au moins 4 ans d'expérience. Et ils sont super intéressés de pouvoir partager ce qu'ils ont vécu à l'école et puis aussi leur métier. Donc c'est vrai qu'on les sollicite relativement souvent. Et puis de toute manière, on a tissé de tels liens pendant quelques années que voilà, c'est des étudiants qu'on ne lâche pas, quoi. Si vous nous écoutez, les anciens, on vous embrasse. Écoutez, merci à tous les deux, François et Sophie, pour vos conseils. Une dernière petite chose,
On est quand même en JPO quasiment une fois par mois. On a des sessions Twitch. Si jamais vous êtes en province et que ce n'est pas facile de venir à Paris, on a des sessions de JPOD sur Twitch. Donc n'hésitez pas, venez nous voir, venez voir le campus. Il y a plusieurs le campus de Ranelagh est le principal, mais il y a aussi d'autres campus que vous pouvez visiter parce qu'on est sur un réseau d'écoles. Écoutez-nous pendant les Twitch. On a nos responsables qui sont là, communication aussi, pour répondre à vos questions. Bref, c'est super cette émission, mais venez nous rencontrer en vrai, en chair et en os. Ça, on le dit pareil à pour toutes Lille, nos du émissions. coup. Et Lille, oui, on n'oublie Voilà. pas le CITV Lille. Les JPO, c'est hyper important parce que ça permet de discuter avec vous, déjà, Exactement. mais aussi de discuter avec des étudiants. Et Exactement. des fois, c'est plus facile de venir poser des questions à quelqu'un qui a à peu près notre âge Exactement. que des fois poser une question qui peut nous sembler idiote en se disant « Oh là là, mais si j'ai ce prof en entretien après, il va se souvenir de moi alors que j'ai dit une boulette. » Non. Non. Allez sur les JPO, c'est... Et on n'est pas là pour juger, on est là pour vous mener aux Exactement. étoiles. Exactement. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que tout ce qu'on vous aura expliqué ce soir vous aura aidé justement à conforter cette idée dans laquelle que vous avez peut-être justement de partir dans ces études, dans la création de contenu et la réflexion à leur diffusion. Ça, c'est super important. Exactement. Merci encore à Merci tous les beaucoup, deux Marie-Lou. de votre Marie-Lou. temps, de vos conseils. Et puis nous, on va se retrouver rapidement pour d'autres émissions. À bientôt.